Alors que Noël approchait, une période qui me remplit habituellement de joie, je me suis retrouvé dans une situation difficile. La vie n'a pas été tendre avec moi, malgré mes efforts pour être gentil envers les autres. Certains pourraient dire « Bienvenue au club mon ami », mais la situation est devenue vraiment déprimante. Je pensais autrefois que l'infidélité était surtout une affaire d'hommes, mais maintenant je vois que les femmes en sont aussi capables. Je ne veux pas faire de généralisation hâtive, mais je parle de mon propre vécu. La situation s'est déroulée de manière à donner l'impression que ma petite amie ne l'aimait pas du tout. Mais après avoir installé une caméra cachée, la vérité est devenue claire. Il est devenu évident que lorsque j'allais travailler, il entrait secrètement dans mon appartement et se rapprochait de ma petite amie. Ce type habitait à côté de chez moi mais a été arrêté et avait besoin d'un endroit où loger pendant quelques semaines. Je me demandais souvent pourquoi il traînait toujours autour de nous. Après l'avoir mis dehors, il a commencé à apparaître aux endroits où nous étions et je me demandais qui lui donnait nos coordonnées. J'avais l'impression qu'il avait une sorte de traceur GPS et nous surveillait constamment. Mais finalement, la vérité a éclaté. Cela s'est produit un matin où j'avais fini ma douche et me préparais pour le travail. Ma petite amie était également sous la douche. Soudain, son téléphone a reçu une notification de message. Dans une situation normale, je n'aurais pas prêté beaucoup d'attention, mais ma petite amie avait un nouveau téléphone et la sonnerie était inconnue. J'ai vérifié l'expéditeur et c'était Peter, mon ancien colocataire qui venait d'être libéré de prison. Nous sommes devenus amis au lycée quand nous vivions tous les deux à Queens. Nous avions beaucoup de souvenirs et d'expériences partagées. Peter a vécu avec moi pendant quelques mois avant sa peine de prison, mais les choses ont changé quand ma petite amie a emménagé. Après sa sortie, il est revenu et a séjourné chez nous pendant 2 mois de plus. Malheureusement, nous avons eu une dispute et je lui ai demandé de partir. Au départ, il ne devait rester que 2 semaines. Mais cela s'est transformé en 2 mois. Vendre presque $2000 pour un petit appartement de 2 chambres à New York était déjà difficile. Le manque d'espace personnel rendait difficile la communication avec ma petite amie car il était sur le canapé dans le salon. En janvier, nous avions prévu de signer un nouveau bail et de déménager dans un appartement meilleur et plus cher. Le mois prochain, ma petite amie pourrait accueillir sa famille et ses amis sans aucune gêne. Il est important de noter que Peter et ma petite amie n'avaient pas une relation forte. Elle m'a soutenu quand je lui ai demandé de partir. Ils se sont rencontrés récemment quand je l'ai laissé rester temporairement avec nous. J'ai donc été surpris quand j'ai vu qu'il lui envoyait des messages ce matin-là. Je ne savais même pas qu'il s'envoyait des messages. Une notification est apparue sur l'écran de mon téléphone montrant leur conversation. Je m'appelle Caleb et ma petite amie et moi connaissions un Peter et elle ne connaissait aucune autre personne portant ce nom. De plus, son ami Peter, dont je n'avais pas connaissance, demandant des nouvelles d'un autre Caleb semblait être une grande coïncidence. J'ai réalisé qu'elle parlait en fait de mon ancien voisin, que j'avais mis dehors il y a 2 semaines en raison de son long séjour. Je ne pouvais pas imaginer de lien entre ma petite amie et Peter, surtout qu'elle avait soutenu ma décision de le couper de nos vies. Mais le sentiment de malaise persistait, suggérant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'idée d'une romance ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Peut-être étaient-ils sortis ensemble pour fumer ou pour une autre activité. Il avait du potentiel pour d'autres choses, mais était obsédé par devenir rappeur et dépenser de l'argent en studio. Il retournait toujours à la vente de substances illégales dans la rue lorsqu'il perdait son emploi. Mais même là, il n'était pas réussi, se faisant attraper et purger de courtes peines de prison. Ce cycle se répétait sans fin. Laissez-moi vous décrire la situation. J'ai grandi dans une partie majoritairement défavorisée de Queens, où mes parents sont toujours heureusement mariés. J'ai connu des difficultés financières enfant, mais je n'ai jamais eu faim. Je suis reconnaissant d'avoir grandi dans une communauté diversifiée qui m'a exposé à différentes cultures. La plupart de mes amis pendant mes années de formation étaient d'origine africaine. Je ne pensais pas que j'aurais une relation avec quelqu'un d'une autre race, car toutes mes précédentes petites amies étaient afro-américaines. Mais le destin en a décidé autrement. Tout a commencé il y a environ 1 an et demi lorsque j'ai rencontré ma petite amie actuelle en travaillant comme coursier.
Nous avons échangé des remarques spirituelles et je lui ai demandé à la plaisanterie de sortir avec moi, m'attendant pleinement à un refus. Je suis devenu livreur, ce qui a finalement conduit à notre relation. C'est une jeune professionnelle fantastique dans la vingtaine avec une silhouette magnifique qui met en valeur sa beauté. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle habitait dans un quartier chic avec une voisine. Je suis une personne simple qui n'a pas besoin de grand-chose dans la vie, juste assez d'argent pour couvrir le loyer et une petite amie fidèle qui ne me trompera pas pendant que je travaille dur. Au début, j'ai cru avoir trouvé tout cela en ma petite amie actuelle et j'ai chéri le temps que nous avons passé ensemble. Après 7 mois de relation, je lui faisais entièrement confiance. On avait l'impression qu'on pouvait construire un avenir stable ensemble, ce qui signifiait plus de folie dans des rendez-vous coûteux, des bars et des clubs. À l'époque, j'avais un colocataire nommé Peter, mais le bail était à mon nom uniquement. Peter avait un mauvais crédit et pas d'historique de location, donc il ne pouvait pas être sur le bail. Mon bail a pris fin après 8 mois et l'accord de ma petite amie était lié à celui de sa voisine. Nous avons tous les deux convenu de trouver un nouveau logement meilleur dans environ 4 mois lorsque son bail serait terminé. C'était notre prochaine étape dans nos projets en tant que couple. Elle voulait vivre dans l'East Village ou le Lower East Side, similaire à son quartier actuel. J'habitais à Washington Heights, ce qui ne lui plaisait pas. Heureusement, son travail était dans l'East Village, donc cela correspondait à son désir d'être près de son lieu de travail. Mon travail de livraison ne me liait pas à un endroit spécifique, mais je devais tenir compte de l'appartement que voulait ma compagne, même s'il coûtait 1 500 $ de plus que le mien actuel. Un appartement d'une chambre coûtait environ 3 500 $. Le plan était qu'elle emménage temporairement avec moi et ma voisine après la fin de son bail. Après la fin de mon bail, nous déménagerions dans l'appartement qu'elle aimait. Peter rêvait de gloire musicale depuis ses 16 ans, mais cela ne s'était pas encore réalisé. Malgré avoir investi beaucoup d'argent en studio, sa musique restait largement inconnue et il était coincé dans un cycle frustrant. Il évitait les emplois stables, préférant acheter et vendre des sucreries. Cela entraînait des échecs aux tests de sucreries et des pertes d'emplois, causant des retards dans les paiements de loyer. Malheureusement, je lui avais permis de déménager, ce que je regrette maintenant. Après avoir été licencié, il s'était résolu à vendre des sucreries dans la rue pour s'en sortir, se faisant souvent arrêter. Ce schéma se répétait depuis ses 16 ans et je me sentais idiot de l'avoir laissé se rapprocher autant de moi. Prévisiblement, 4 mois avant la fin du bail, il a été arrêté et envoyé en prison. J'étais le seul sur le bail, donc je me suis retrouvé avec le loyer. Malgré ces multiples arrestations, je lui ai quand même permis de rester avec moi. Malheureusement, il continuait à vivre en prison. J'espérais qu'il changerait et trouverait un emploi comme le mien, mais il était déterminé à réussir dans l'industrie musicale. En bref, dès la fin du bail de ma petite amie, elle a emménagé avec moi et nous avons commencé un nouveau chapitre en tant que couple. Nous avons vécu ensemble pendant un certain temps, mais notre vie paisible a été perturbée lorsque, 1 mois plus tard, Peter a été libéré de prison plus tôt que prévu. Étonnamment, à son retour, ses affaires avaient disparu de notre appartement commun. Peter n'avait nulle part où aller et a demandé à rester chez moi pendant 2 semaines le temps de régler les choses avec sa famille. Étant donné notre espace limité, j'ai hésité. Je lui ai dit que notre appartement de 2 chambres était déjà petit pour ma petite amie et moi, et qu'ajouter une autre personne aggraverait les choses. Mais après avoir discuté avec ma petite amie, nous avons accepté. Elle n'avait jamais rencontré Peter auparavant et ses connaissances sur lui se limitaient à ce que j'avais partagé. Étonnamment, il a emménagé le jour même. J'ai clairement précisé que le consentement de ma petite amie était basé sur le fait qu'il ne resterait que 2 semaines. Nous avons convenu, promettant d'être discrets. Étonnamment, en l'espace d'1 semaine, il s'est adapté à être un hôte de canapé courtois, ne s'immisçant pas dans notre espace et revenant quand nous nous apprêtions à aller au lit. Bien que nous le voyions rarement, nous savions qu'il était là et nous apprécions ses efforts pour garder ses affaires en ordre. Ainsi, nous n'avons même pas remarqué les 2 premières semaines passées. Mais lors des 3e et 4e semaines, il m'arrivait parfois de rentrer tard du travail pour le trouver en train de regarder la télé avec ma petite amie.
Bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, je trouvais cela étrange. Il savait quand j'allais rentrer tard et arriver à point nommé. Au début, j'ai pensé qu'il entretenait une relation amicale avec ma petite amie, mais il parlait à peine quand j'étais là. Malgré nos efforts pour maintenir les choses propres, notre petit espace semblait toujours étroit et étouffant. À l'approche de la 5e semaine, je commençais à m'inquiéter de voir que Peter avait prolongé son séjour au-delà des 2 semaines promises. Je compatissais avec ma petite amie et la rassurais en lui disant qu'il partirait comme promis. J'ai décidé d'aborder la situation avec elle. Je voulais m'excuser de la part de Peter et apaiser la tension dans l'air. Bien que Peter n'ait causé aucun problème entre nous, les conditions de vie exiguës semblaient affecter notre relation de proximité. Cela faisait 4 semaines que nous n'avions pas été intimes, et je sentais le besoin d'aborder ce sujet. Je voulais parler à ma petite amie du fait que Peter prolongeait son séjour au-delà de ces 2 semaines initiales promises. Je m'attendais à ce qu'elle me soutienne ou au moins réagisse, mais elle s'est simplement détournée et est allée se coucher comme si j'étais sur son chemin. En y réfléchissant, je me suis souvenu qu'au cours des 3 premiers jours après l'arrivée de Peter, notre intimité était normale. Cependant, le 4e jour, elle a commencé à refuser l'intimité. Sachant que ma petite amie était généralement active à ces moments-là, j'ai pensé que son comportement pouvait être dû à un malaise. Au cours des 3 derniers jours, alors que Peter séjournait chez nous, elle est devenue nettement plus expressive pendant les moments d'intimité, même si elle savait qu'il était dans le salon. J'ai été frappé par le fait que, pendant les 3 premiers jours après son arrivée, notre vie de lit était exceptionnellement bruyante, presque comme si elle le faisait exprès. Étrangement, à partir du 4e jour, cela a considérablement renforcé ma confiance en moi. Ma petite amie rejetait fréquemment toute intimité, utilisant souvent la présence de Peter comme excuse. C'était étrange car elle n'avait pas été aussi prudente les 3 premiers jours. Malgré la présence de Peter dans le salon, je n'y ai pas beaucoup pensé. Mais après 6 semaines, j'ai exprimé mon insatisfaction à Peter, lui disant que son séjour était terminé. Ça me dérangeait que ma petite amie continue de refuser l'intimité à cause de lui. J'ai remarqué sa présence persistante, et cela semblait être une forme de représailles délibérée. Presque 2 mois s'étaient écoulés, et elle continuait à utiliser l'excuse que nous avions un invité dans notre appartement. J'ai rappelé à Peter qu'il avait promis de partir il y a 1 mois, mais il a habilement rejeté la faute sur d'autres problèmes et m'a convaincu de le laisser rester 1 semaine de plus. De plus, je me suis souvenu de plusieurs occasions où Peter et ma petite amie étaient absents pendant de longues périodes en même temps, et cela me rendait mal à l'aise. Il y a eu un incident où j'ai décidé de rentrer tôt du travail car je me sentais mal. Ma petite amie rentrait habituellement à la maison à 17h30, alors je me suis dirigé vers la porte de l'appartement pour l'ouvrir. Soudain, j'ai entendu du bruit à l'intérieur de l'appartement, et j'ai craint une effraction car ni Peter ni ma petite amie n'étaient généralement à la maison à ce moment-là. En me précipitant à l'intérieur, j'ai vu la télévision allumée. Peter faisait semblant d'être absorbé par celle-ci, mais son comportement était inhabituel et gênant, évident pour tout observateur. Pendant ce temps, le bruit de l'eau qui coule indiquait que ma petite amie était sous la douche. Cette situation étrange a éveillé des soupçons, suggérant qu'il se passait quelque chose de louche entre eux. Bien que je manquais de preuves concrètes, leur présence dans l'appartement à ce moment-là suffisait à susciter le doute. De plus, j'étais sûr que ma petite amie n'était pas du genre à se livrer à de tels comportements. Pour aborder la situation, j'ai demandé à ma petite amie pourquoi elle était rentrée plus tôt à la maison. Sa réponse était qu'elle avait pris un demi-jour de congé. Leur explication ne m'a pas convaincu, et j'étais insatisfait à cause de ma santé fragile ce jour-là. Je n'ai pas approfondi le sujet autant que je l'aurais dû, mais je n'arrivais pas à me défaire du soupçon d'une connexion entre eux. Le lendemain, ma petite amie a abordé de manière inattendue le sujet de ma conversation avec Peter à propos de son déménagement. À ma surprise, elle a agi comme intermédiaire pour lui, suggérant que nous prolongions le délai d'1 semaine ou plus et que nous ne le pressions pas, considérant que nous quittions l'appartement en janvier. J'ai trouvé étrange qu'il l'utilise comme intermédiaire pour prolonger son séjour chez nous. Il avait initialement promis seulement 2 semaines, et je pensais qu'il était important pour lui de tenir sa parole.
J'avais déjà enduré une longue période sans mes habitudes et mon lit habituel, et maintenant elle prenait soudainement son parti. Cette situation m'a profondément contrarié, et finalement, notre dispute à ce sujet n'a pas duré longtemps. Heureusement, elle a finalement admis que j'avais raison. Par moments, j'avais l'impression d'être seul dans ma position, et je craignais que si nous le laissions faire, il deviendrait un parasite permanent qui squatterait constamment le canapé, évitant ses obligations de loyer. Parfois, je souhaitais qu'il soit de retour en prison. Il avait un don pour se mettre dans des ennuis en un temps record, et il avait une tendance à s'y retrouver. Tout cela s'est passé en novembre, la même semaine où nous étions ensemble à la recherche de la bague de mariage parfaite. C'était un événement bien planifié pour lequel nous nous étions préparés depuis plusieurs semaines. L'impliquer dans le choix de la bague visait à garantir son bonheur absolu et sa fierté de la porter pour le reste de sa vie. Du moins, c'était le plan. Nous avions évoqué l'idée de nous marier même avant qu'elle emménage avec moi, et nous l'avions minutieusement planifié pendant des semaines jusqu'à ce moment-là. Notre grand plan impliquait de signer un bail pour un nouvel appartement en décembre. J'avais décidé de faire ma demande en mariage le jour de la Saint-Valentin en janvier, connaissant son amour pour les gestes romantiques. Le soir où nous sommes allés chercher les alliances, nous avons enfin eu l'occasion d'être proches après une pause de 7 semaines. C'était une récompense spéciale pour l'achat des alliances et un doux rappel de la proximité qui nous avait manqué à cause de l'invité dans le salon. La semaine suivante n'a fait qu'intensifier mon désir du lien que nous partagions. J'ai emprunté 4 500 $ de mes économies, qui s'élevaient à 400 à 1000 $, pour acheter la bague de fiançailles qu'elle désirait. Je l'ai cachée à un endroit où elle ne risquait pas de la trouver par accident, pour la surprendre le jour de la Saint-Valentin. Mais dès le lendemain, ma petite amie m'a rappelé qu'il s'était écoulé presque 2 mois depuis que Peter avait emménagé chez nous. Et cette révélation m'a pris au dépourvu. Le soir même, j'ai rencontré Peter et lui ai fermement dit qu'il n'avait qu'un jour pour trouver un autre endroit où vivre, sinon je devrais enlever ses affaires moi-même. Il prétendait qu'il n'avait nulle part où aller, ce qui m'a mis en colère. Je lui ai expliqué que ce n'était pas mon problème. À ce moment-là, ma petite amie est sortie de la chambre et nos voix se sont élevées. J'ai fortement encouragé Peter à cesser de compter sur moi et à trouver un lieu où vivre, ou à se tourner vers sa famille pour obtenir de l'aide. Il était clair que ses proches ne voulaient pas de lui à cause de son manque de fiabilité. Même ses connaissances dans notre cercle social, qui, comme il s'est avéré, étaient d'origine africaine, ne voulaient pas l'accepter. La confrontation a pris de l'ampleur, frôlant presque le physique. Je l'ai averti que s'il ne quittait pas mon appartement cette nuit-là, il y aurait des conséquences. J'ai décidé de contacter les autorités pour m'assurer qu'elles géreraient correctement cette situation, en le mettant derrière les barreaux. J'ai exprimé ma déception, lui faisant comprendre que son manque de gratitude m'empêchait de l'aider. Il est parti ce soir-là mais est revenu le lendemain matin pour récupérer ses affaires. À la fin de novembre, il était clair qu'il était sorti définitivement de ma vie. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait trouvé refuge dans une maison délabrée à environ 2 miles de chez moi, ce qui n'était pas surprenant étant donné le manque de soutien de ses connaissances. Mais cela me troublait qu'il n'ait pas cherché refuge chez ses proches, au lieu de vivre dans un endroit qui aurait pu le ramener en prison. Je ne pouvais pas comprendre son raisonnement. Je me demandais souvent pourquoi il insistait pour rester dans la région, malgré le manque d'opportunités d'emploi et les coûts élevés pour entretenir le studio pour sa carrière musicale infructueuse. C'est la première semaine de décembre que j'ai découvert pourquoi il était si déterminé à rester. J'étais dans un bar avec ma petite amie quand je l'ai vu quitter discrètement la pièce. Sa présence là-bas m'a semblé étrange. Ce scénario s'est répété plusieurs fois dans différents endroits, et j'ai ensuite découvert que ma petite amie échangeait des messages textes avec lui. Cette découverte m'a fait me demander s'il me suivait grâce au GPS, car il apparaissait souvent dans des endroits où nous essayions de l'éviter, essayant de comprendre cette situation troublante. Je l'ai mentionné à ma petite amie de manière plaisante. À ma grande surprise, elle a admis trouver son comportement perturbant et inquiétant également. J'ai appris qu'elle lui avait donné notre position, leur permettant de se rencontrer en secret et d'avoir des relations intimes dans ma voiture pendant que j'attendais à l'intérieur d'un établissement, complètement inconscient de ses actions.
Cet incident s'est produit lors de notre deuxième visite chez ses parents dans l'État de New York. La première visite avait été désagréable en raison du désaccord de son père à mon égard. Ma petite amie m'a informé qu'il préférait qu'elle épouse un homme avec un niveau d'éducation plus élevé, pas quelqu'un comme moi. Bien que ses paroles fussent différentes, ses intentions étaient claires. J'ai réalisé que c'était le message qu'il voulait faire passer. Son père, un professeur d'université arrogant et irritable, croyait être supérieur à moi. Il se considérait comme un géant intellectuel. Il me donnait constamment des leçons et me traitait en suspect. Je ne l'aimais pas, et il était évident qu'il pensait que sa fille méritait quelqu'un de mieux. Malgré les efforts de ma petite amie pour que son père m'accepte, il est devenu clair que nous ne verrions pas les choses de la même manière. Elle voulait que nous rendions visite à ses parents avant Noël pour qu'ils puissent me connaître avant que nous célébrions les fêtes ensemble. J'ai essayé d'être poli avec ses parents, mais ils se sont révélés être assez exigeants. Ils exprimaient le désir de rendre visite à ma petite amie et de voir où elle habitait maintenant, mais elle insistait pour qu'ils attendent que nous déménagions dans un appartement plus agréable dans l'East Village ou le Lower East Side. Elle avait peur que, s'ils voyaient l'état de notre quartier et de notre appartement, ils soient déçus. Nous envisagions de signer un bail pour un nouvel appartement dans 2 semaines, juste quelques jours avant Noël. La semaine suivante, j'ai trouvé une notification de Peter sur le téléphone nouvellement acheté de ma petite amie. Ne connaissant pas la nature de leur communication, j'ai enregistré le message. Mon principal sentiment était la confusion plutôt que la suspicion, car je n'avais jamais imaginé ma petite amie comme quelqu'un qui trahirait ma confiance. Alors qu'elle terminait sa douche, je voulais capturer le message texte comme preuve. En conduisant au travail, mes pensées étaient préoccupées par la dynamique de la relation entre ma petite amie et Peter. J'avais beaucoup de questions sur ces messages, en particulier ceux concernant mon emploi du temps, qui soulevaient des soupçons sur un lien possible entre eux. Je me souvenais comment elle était vocalement expressive pendant nos moments d'intimité alors que Peter vivait dans mon appartement. Je ne pouvais m'empêcher de penser à comment elle choisissait ses tenues quand Peter était là. Le manque d'intimité, qu'elle attribuait à la présence de Peter, pesait également sur mon esprit. Je me rappelais de nombreuses fois où je rentrais chez moi de façon inattendue pour les trouver tous les deux dans la maison. Je pensais à ces apparitions soudaines dans divers endroits et à ces disparitions inexpliquées pendant de courtes périodes. Peu à peu, tout commença à prendre sens, et mes soupçons à l'égard de leur liaison s'intensifièrent même avant la fin de mon service. Tout au long de la journée, je luttais avec mes émotions de dévalorisation, de colère et de confusion. J'espérais désespérément que mes conclusions étaient fausses, car ma vie tournait autour de cette femme. Sans elle, j'aurais peut-être déménagé en Floride à l'heure actuelle. Un ami en Floride m'avait fait une offre alléchante il y a 3 mois, proposant $500 par jour après impôt pour transporter des voitures dans une certaine région des États-Unis. Cependant, à mesure que ma relation avec ma petite amie se renforçait, je comprenais sa réticence à quitter New York et sa famille. Je pris la décision résolue de rester dans mon appartement. Le jour même où je reçus une notification par SMS, je décidai de vérifier mes soupçons. Pour ce faire, je choisis d'acheter une paire de caméras vidéo cachées de haute qualité avec une excellente résolution. Le plan était de les installer discrètement dans ma chambre et mon salon pour surveiller la situation à distance via le Wi-Fi et recevoir des mises à jour en temps réel sur mon téléphone. Profitant de la soirée alors qu'elle dormait profondément, je plaçais habilement les caméras à leurs emplacements désignés. Avec beaucoup de soin, je les connectais au réseau Wi-Fi, assurant une communication ininterrompue avec mon appareil mobile. Avant de partir travailler le lendemain matin, je vérifiais attentivement les caméras, m'assurant qu'elles restaient cachées et fonctionnaient de manière optimale. Je dissimulais stratégiquement les caméras à divers endroits, puis partis avec mon téléphone, m'assurant qu'il était synchronisé. Habituellement, ma petite amie et moi avions des horaires de travail différents. Elle partait travailler à 7 heures du matin et je partais à 5 heures, donc je m'attendais à ce que plusieurs jours passent avant que les caméras enregistrent des événements significatifs. Cependant, je fus choqué par la réalité. À peine une demi-heure après avoir quitté l'appartement, le capteur de mouvement de la caméra s'affola. À ce moment-là, j'étais en train de quitter le métro.
Je me tenais au milieu de la station, essayant de comprendre la scène choquante qui se déroulait sur mon téléphone. Au début, j'ai pensé que c'était ma petite amie qui avait déclenché le détecteur de mouvement, mais quand j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu la présence de Peter à l'écran. À ma stupéfaction, il était déjà dans mon appartement en train d'embrasser passionnément ma petite amie. Dans le salon animé, les passants se pressaient sans prêter attention à la scène déchirante que je voyais, et je suis resté là, complètement déconcerté. Comment cela pouvait-il arriver? Puis j'ai réalisé que Peter devait se cacher à proximité, attendant patiemment que je parte pour le travail. Ma petite amie se tenait là, complètement nue, drapée seulement d'une serviette blanche sur la tête. J'étais perdu, incapable de comprendre la trahison qui se déroulait sous mes yeux. Alors que je me frayais un chemin à travers la foule, mes jambes devenaient plus faibles, et finalement, j'ai dû trouver un siège à la station la plus proche. À ma stupéfaction, ils ont commencé à s'adonner à des gestes d'intimité directement sur le canapé de mon salon. J'étais à la fois surpris et captivé par leur aisance et leur confort. Il était évident que cette liaison durait depuis longtemps, tout cela à mon insu. La réalisation que j'étais en retard pour le travail m'a soudainement frappé. Pourtant, je ressentais une étrange indifférence. Il semblait qu'à ce moment-là, ma vie avait perdu tout son sens. Tout ce que je chérissais autrefois était brisé, et je me sentais complètement vaincu. La rage en moi atteint un point de non-retour, et j'étais submergé par un désir irrésistible de me venger contre ces deux individus. En regardant l'enregistrement de la caméra, mon superviseur m'a soudainement appelé, interrompant l'enregistrement. J'ai été agacé par son interruption, mais il a remis en question mon retard et m'a mis en garde contre les conséquences potentielles si je n'arrivais pas dans les 30 minutes. Ce scepticisme et cette colère m'ont poussé à quitter impulsivement mon travail, mettant brusquement fin à la conversation. Lorsque mon superviseur a tenté de me recontacter, j'ai délibérément ignoré son appel jusqu'à ce que le métro approche de sa destination. À ce moment-là, je réalisais qu'ils avaient déjà terminé leurs actions, et je pensais avec regret au temps qu'il me faudrait pour rentrer chez moi. Je ne pouvais pas croire à leur audace. Alors que le métro poursuivait son trajet, je ne parvenais pas à chasser les sentiments de trahison et de regret qui m'envahissaient. Ma petite amie, en qui j'avais confiance et que j'aimais, m'avait trompé de la pire des manières. L'idée qu'elle soit allée travailler comme d'habitude ce matin-là me remplissait d'un mélange amer de colère et de déception. C'était un rappel brutal de ma propre ignorance, n'ayant pas vu la vérité qui se déroulait sous mes yeux. Des minutes s'écoulèrent, et l'adrénaline qui avait alimenté ma démission impulsive se dissipa peu à peu. Elle fut remplacée par une vague de regrets et de doutes. Je ne pouvais m'empêcher de me blâmer pour avoir pris une décision aussi précipitée. Je réalisais soudain l'importance de mon travail pour moi. Alors que je m'asseyais, je compris qu'il serait vain de chercher à retrouver mon ancien poste. Le mal était fait, et il semblait trop tard pour sauver ce que j'avais perdu. Le poids de mon erreur pesait lourdement sur moi durant ce trajet solitaire en métro. Avant cet incident, j'avais toujours considéré ma petite amie comme loyale et dévouée. L'idée qu'elle puisse me trahir ne m'avait jamais effleuré l'esprit, et maintenant je devais affronter la douloureuse vérité qu'elle entretenait une liaison avec un homme que je considérais comme mon ami. Ma première croyance et mon chagrin s'entremêlaient, faisant de ce trajet en métro le plus triste de ma vie. J'avais toujours fait preuve de gentillesse envers ces personnes, leur offrant à maintes reprises mon aide même lorsque sa famille l'avait rejetée. J'avais montré de la compréhension, mais en retour, ma petite amie et mon ami m'avaient traité cruellement. Comment pouvais-je faire confiance à une femme qui avait une liaison avec mon ami? L'idée de lui faire une demande en mariage le jour de la Saint-Valentin, en rentrant dans mon appartement, me semblait impensable. Seulement le matin, vers 8 heures, j'enlevais mes vêtements de travail et m'effondrais sur le lit, pleurant comme un enfant impuissant. Il semblait que tous mes accomplissements avaient été effacés, et je recommençais essentiellement à zéro. Je me suis retrouvé dans une situation difficile. J'avais perdu mon emploi et ma petite amie, et maintenant j'étais incertain sur ce qu'il fallait faire lorsque le bail de mon appartement expirait. Emménager chez mon ex-petite amie n'était pas une option en raison de notre rupture, et sans un emploi mieux rémunéré, je ne pourrais pas me permettre mon appartement dans 2 mois.
Trouver un autre emploi était difficile, surtout avec autant de candidats se disputant les mêmes postes. J'avais déjà informé mon propriétaire de mon intention de déménager, et maintenant j'étais dans un état d'incertitude. Bien que j'ai brièvement envisagé de contacter mon ancien employeur dans l'espoir d'être réembauché, j'étais assez sûr d'avoir déjà été licencié. Même si je devais présenter des excuses, il semblait peu probable que cela sauverait la situation avec l'abondance de candidats intéressés par le poste. Heureusement, la Floride offrait un rayon d'espoir. Au milieu de mon désespoir, j'ai décidé de changer ma situation et me suis tourné vers un ami qui, avec sa femme, dirigeait une entreprise de transport de voitures en Floride. Bien qu'il m'ait déjà proposé un poste de chauffeur, j'avais refusé en raison de la réticence de ma petite amie à quitter New York. Cependant, maintenant, désireux d'un nouveau départ, j'ai contacté mon ami. Malheureusement, il n'a pas répondu à mon appel, ce qui m'a poussé à contacter sa femme, qui jouait un rôle important dans l'entreprise. Elle gérait le site web de l'entreprise, s'occupait des comptes clients et prenait les appels lorsque son mari était sur la route. Elle m'a informé qu'il y avait toujours un poste ouvert et m'a demandé si je pouvais venir en Floride. J'ai accepté et dit que je pourrais venir le lendemain pour inspecter les lieux. En conséquence, j'ai prévu de réserver un billet pour la Floride. Actuellement, j'avais 3 500 $ sur mon compte en banque et en rendant la bague de fiançailles aujourd'hui, je recevrai une compensation de 4 500 $, me donnant un total de 8 000 $. En réfléchissant à mon avenir, j'ai commencé à ressentir un sentiment d'optimisme. L'idée de partir sans informer mon ex-petite amie devenait de plus en plus séduisante. Je me demandais si quelqu'un pouvait réellement comprendre ma situation désespérée. On m'a fortement recommandé de suivre cette voie, le conseil principal étant de partir, supporter les chocs, renoncer au désir de vengeance et disparaître complètement de sa vie. J'avais réfléchi à cette idée pendant un certain temps, mais elle me semblait initialement trop simpliste. Ma colère envers elle et son amant alimentait mon désir de vengeance. Pourtant, à la fin, j'ai reconnu l'aspect le plus crucial de ce plan. Tout envoyer valser et couper tous les liens avec elle. Ne plus jamais la rencontrer ni communiquer avec elle. Mon acte de disparition était lié à ses tentatives répétées de me contacter. Et je désirais ardemment que tout cela se termine. Voulant voir sa réaction personnellement. Étonnamment, les gars impliqués désiraient également une clôture. J'ai passé toute la journée seul dans mon appartement, offrant amplement de temps pour contempler les actions à la fois de ma petite amie et de l'ancien ami qui s'était révélé être mon colocataire. En conséquence, j'ai conclu que la riposte la plus appropriée serait de garder toutes les informations sur mes intentions pour moi-même et de révéler la nouvelle à elle au tout dernier moment, quand elle s'y attendrait le moins. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'avais du mal à contenir l'envie de me disputer avec elle. À mes yeux, elle semblait malveillante, vile et méchante. Je ne pouvais pas comprendre ses motifs pour une telle trahison. Malgré avoir perdu toute affection et désir pour elle, j'ai décidé de maintenir une façade d'indifférence. Faisant semblant de ne rien savoir. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés ensemble, des pensées tourmentées envahissaient mon esprit. Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à de telles actions contre un homme pour lequel elle avait professé son amour ? Il m'est venu à l'esprit que peut-être cette liaison avait commencé seulement une semaine après son arrivée, et je me demandais si elle servait de moyen pour m'humilier et me déshonorer. Elle a peut-être été intriguée par le fait d'être avec un homme d'une race différente, comme se laisser tenter par un fruit défendu ou mener une expérience. Je ne pouvais penser à aucune autre raison pour ces actions. Avant d'aller me coucher, je lui ai informé que je devais partir en voyage d'affaires de 4 jours en Floride, comme l'exigeait mon entreprise. Je lui ai suggéré de signer un contrat de location d'appartement en mon absence, en lui assurant que je signerais un avenant à mon retour. La société de location avait déjà vérifié notre solvabilité, et nos revenus combinés étaient suffisants pour le logement. Elle a accepté le plan. J'ai réservé un vol pour la Floride, qui s'est avéré être le billet le plus cher que j'ai jamais acheté. Cependant, malgré le coût, cela en valait la peine car je ne supportais plus de vivre dans le même appartement que ma petite amie. L'idée de son infidélité dans mon propre lit pendant que j'étais au travail me répugnait.
Il était perturbant de réaliser que ma petite amie était surtout intéressée par l'heure de mon vol, probablement pour informer son amant du moment idéal pour leur rendez-vous. Je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de temps elle comptait poursuivre cette liaison. Ayant déjà fait sa demande en mariage, j'ai envisagé l'avenir. Notre histoire se poursuivrait-elle dans notre nouvel appartement? Se poursuivrait-elle après le mariage et la fondation d'une famille? Ces pensées m'ont rendu reconnaissant de ne pas être présent pour ces moments importants. Se sentant désespéré, j'ai décidé de prendre mes distances avec elle le lendemain matin. Je lui ai dit que je devais partir tôt, même si j'avais réarrangé la caméra la veille. Pour capturer une meilleure vue de notre salon et de notre chambre à coucher, je me suis assuré d'enregistrer une vidéo de leurs activités sur un disque dur portable. C'était presque prévisible. Dès que j'ai quitté l'appartement, Peter, son partenaire dans l'affaire, n'a pas perdu de temps pour entrer. Leurs actions sont devenues une routine. Heureusement, une caméra cachée stratégiquement placée a réussi à capturer leurs expressions faciales, ces cris forts et agaçants, et même leurs moments de proximité. Ce qui m'a le plus surpris, c'était leur mépris total pour la protection. C'était insouciant de sa part de mettre ma santé en danger de la sorte. De plus, Peter venait de sortir de prison récemment, et je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur les maladies qu'il aurait pu contracter là-bas. Dans ma situation de vie instable, je m'inquiétais des risques potentiels pour ma santé, notamment en ce qui concerne les maladies vénériennes. Ayant cela à l'esprit, je me suis mentalement noté que je me ferais certainement dépister en arrivant en Floride. Juste avant d'embarquer dans l'avion, j'ai réussi à contacter mon ami, qui m'a expliqué en détail l'opportunité d'emploi de chauffeur. Heureusement, j'avais déjà un permis de conduire commercial, donc je n'avais besoin que d'une formation supplémentaire pour perfectionner mes compétences. Même si conduire à travers tout le pays ne sera pas facile, j'apprécie sincèrement être derrière le volant, et la rémunération est presque 3 fois supérieure à ce que je gagnais auparavant. De plus, je rêve de posséder une maison spacieuse en Floride avec un grand jardin, bien loin de New York, où la majeure partie de mes revenus part dans le loyer. Un tel bien immobilier ne sera pas bon marché. Même si je ne suis pas sûr de la date exacte de mon voyage, j'ai suffisamment de temps pour réfléchir à mes prochaines étapes. Peut-être devrais-je suivre le conseil du père de mon ami et retourner à l'école une fois que j'aurai économisé suffisamment pour les frais de scolarité. En ce moment, tout semble incertain et non résolu. Je suis submergé par les émotions, ce qui rend difficile de prendre une décision rationnelle. J'ai des enregistrements vidéo de ces 2 jours où quelque chose d'inattendu s'est produit, et j'ai sauvegardé ces enregistrements sur mon disque dur portable. La caméra cachée que j'ai utilisée se déclenche en cas de mouvement, ce qui signifie qu'elle ne filme que lorsqu'il y a une détection de mouvement. La mémoire de la caméra était suffisante pour continuer à enregistrer jusqu'à mon retour de mon voyage de 4 jours en Floride. En arrivant en Floride le soir, j'ai découvert que mon ami était parti pour des livraisons et j'ai décidé de prendre un taxi jusqu'à chez lui. À ma grande surprise, sa femme était à la maison. Mon ami et sa famille vivent dans une magnifique résidence en Floride, et voir leur prospérité m'a rempli de joie. Nous avons grandi ensemble à Queens, donc leur succès semblait encore plus remarquable. Comparer leur grande maison à mon petit appartement de New York ne pouvait que sembler comique. Néanmoins, je me sentais optimiste à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre de ma vie en ce lieu. Pendant notre conversation, mon ami a exprimé une forte désapprobation envers Peter, qu'il m'avait conseillé d'éviter il y a de nombreuses années. Malheureusement, je n'ai pas suivi son conseil. Ironiquement, je me retrouve maintenant reconnaissant envers Peter d'avoir révélé la véritable nature de ma petite amie. Sans lui, quelqu'un d'autre aurait pu découvrir sa tromperie. Qui sait, ça aurait pu être une autre personne d'origine africaine. Lors de ma visite chez mon ami en Floride, j'ai décidé de revoir les enregistrements de ma caméra le soir. À ma grande surprise, j'ai vu Peter chez moi, en train de manger ma nourriture, occupant mon lit et ayant des activités intimes avec ma petite amie sur le même lit. La profondeur de cette trahison est devenue insupportable. Au départ, j'avais prévu d'en discuter avec elle après son déménagement dans un nouvel appartement, mais voir ce manque flagrant de respect dans mon propre lit m'a poussé à bout. Pourtant,
j'ai réalisé que prendre les choses en main entraînerait des conséquences négatives. L'idée de me venger m'a effleuré l'esprit, mais j'ai rapidement reconnu les possibles retombées, comme finir en prison pour une grande partie de ma vie. Au lieu de cela, le lendemain, j'ai décidé de contacter son père et de lui remettre les clés de mon appartement. Mon plan était d'inclure des vidéos montrant sa fille dans une relation intime avec une personne d'une autre race pour provoquer une forte réaction émotionnelle. J'ai commencé à faire des doubles des clés de mon appartement le lendemain matin. J'ai sauvegardé et transféré l'enregistrement de leur rencontre intime sur une clé USB. Le même jour, je l'ai envoyé à son père en utilisant un service de livraison express. Au début, j'avais envisagé de contacter directement son père, mais je n'avais pas ses coordonnées. Ensuite, j'ai cherché son nom sur le site web de l'université, mais je n'ai trouvé que le numéro de son bureau. J'ai appelé son bureau de manière persistante plusieurs fois jusqu'à ce qu'il réponde enfin. Il m'a reconnu et j'ai saisi l'occasion pour lui révéler la vérité sur sa fille. Je lui ai expliqué qu'elle m'avait demandé de l'accompagner pour rendre visite à des proches, en insistant sur le fait que nous n'étions pas en couple, juste des amis avec des avantages. J'étais l'un de ses nombreux amants, la personne avec qui elle vivait et qui trafiquait des substances illicites. Je lui ai informé qu'en signe de bonne volonté, j'avais fait des copies des clés de son appartement et lui ai suggéré de lui rendre visite à 20 h. Le moment idéal. Je n'ai pas mentionné intentionnellement la présence d'enregistrements vidéo, ne sachant pas comment expliquer cet aspect. Après notre conversation téléphonique, il est resté silencieux. J'ai supposé qu'il pourrait être choqué par les informations inattendues que j'avais partagées et qu'il attendait les conséquences inévitables. En revanche, il pourrait soupçonner qu'il s'agissait d'un canular. Bien que j'en doutais fortement, peut-être était-ce dû aux informations détaillées que j'avais fournies. J'étais sûr qu'en recevant le colis, il me croirait, bien que je ne sois pas certain que tout se déroulerait comme prévu. En vaquant à mes propres occupations, j'ai saisi l'occasion de me familiariser avec les futurs arrangements de vie. La femme de mon ami m'a gentiment mis au courant du fonctionnement de leur entreprise, me mettant essentiellement à jour. En fin d'après-midi, mon ami est rentré et sa famille et moi sommes sortis dîner. Pour ne pas attirer l'attention sur ma propre situation, j'ai désactivé les notifications de la caméra. Cependant, vers 21 ou 22 heures, quelque chose m'a soudainement frappé. J'ai décidé de vérifier discrètement la caméra pendant que je dînais avec mon ami et sa famille. Compte tenu de la nature sensible de cette histoire, je ne l'ai pas partagée immédiatement avec mon ami. En sortant du restaurant, j'ai rapidement examiné mon téléphone et j'ai été agréablement surpris que ce soit le moment que j'attendais pour me venger de ma partenaire infidèle. À ma stupéfaction, son père est arrivé inopinément à mon appartement, accompagné de 3 jeunes hommes d'environ 25 ans. Supposant qu'il s'agissait soit de ses fils, soit de leurs amis, j'ai rejoué mentalement le scénario. Ils semblaient pris au dépourvu. Lorsqu'ils sont entrés dans le salon, mon ex-petit ami et son amant étaient absorbés par la télévision. Mais leur moment paisible a été brisé lorsque son père et plusieurs hommes sont entrés dans la pièce. Peter, en t-shirt, semblait perplexe, et mon ex-petit ami a tenté précipitamment de se couvrir, restant en sous-vêtements. Son père a commencé à la réprimander, exprimant sa déception face à ses mensonges au sujet de son petit ami. À ce moment tendu, il m'a semblé que j'espérais naïvement un dénouement différent, souhaitant peut-être que la situation puisse être résolue sans recourir à des mesures physiques. Cependant, mon ex-petit ami n'a pas eu l'occasion d'exprimer ses pensées. Son père l'en a catégoriquement empêché, accablant Peter d'insultes dégradantes, certaines étant trop offensantes pour être répétées. J'ai observé le regard perplexe sur son visage alors que son père l'accusait de trahir sa famille et exigeait des explications sur ses actes. Sa réaction était vraiment inestimable. Elle semblait complètement déconcertée, ne sachant par où commencer. Je ne pouvais m'empêcher de trouver la situation amusante, et l'attitude frustrée, en colère et arrogante de son père était incroyablement satisfaisante à observer. Il était difficile de voir un enfant bien-aimé pris dans quelque chose qu'il méprisait. Son père l'a réprimandé sans relâche, lançant des insultes dégradantes à Peter, et semblait prêt à en découdre. Avec 3 hommes l'accompagnant, il était clair qu'il anticipait l'implication de Peter.
Pas étonnant qu'il soit venu préparer pour toute éventualité. Cependant, à la première occasion, Peter s'est rapidement retiré, laissant seul mon ex-petite amie. Son père a poursuivi son assaut verbal, la désavouant presque, mais sans rompre les liens familiaux. La partie la plus remarquable est que j'ai enregistré l'incident entier en vidéo. Après le départ de son père, elle est restée dans un état de choc et d'isolement. Submergée par l'émotion, elle m'a appelé les larmes aux yeux, me demandant avec anxiété quand je reviendrais. Elle ne se doutait pas que j'avais orchestré tout ce scénario, rompant à jamais le lien entre le père et la fille. Leur relation ne serait plus jamais la même, et elle ne pouvait s'en prendre qu'à moi pour ces changements irréversibles. Au cours de notre conversation téléphonique, elle a exprimé le désir de se confesser, mais ne pouvait en parler au téléphone. Je lui ai conseillé d'attendre mon retour à la maison pour une conversation en face à face. J'ai essayé de la consoler, l'encourageant à arrêter de pleurer et lui assurant que je serais de retour dans 2 jours, prêt à écouter ses problèmes. À ma grande surprise, le lendemain matin, elle n'a pas invité Peter pour une rencontre intime. Il semblait que le plaisir avait soudainement pris fin. Comme je l'ai appris plus tard, elle n'avait aucun moyen de me contacter. Malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de sourire car elle avait provoqué cette situation elle-même. Maintenant, elle devrait affronter les conséquences de ses actes. Plus tard dans la journée, j'ai reçu les résultats d'un test de dépistage des MST qui se sont révélés négatifs. C'était le jour où je devais rentrer à New York qu'elle a finalement découvert que j'étais celui responsable d'avoir révélé la vérité. Apparemment, sa mère l'avait informée de la situation. Alors que je me dirigeais vers l'aéroport, elle m'a appelé et a avoué son infidélité. J'ai réalisé qu'elle avait tout compris. Elle a mentionné que j'avais poussé les choses à l'extrême, en enregistrant secrètement et détruisant sa famille, ce qu'elle considérait comme inutile. Je lui ai expliqué comment elle avait ruiné ma vie, surtout alors que j'étais sur le point de me marier. Elle a réussi d'une manière ou d'une autre à trouver 2 appareils d'enregistrement cachés et m'a menacé d'un procès. À mon retour à New York, j'ai décidé de consulter mon avocat pour déterminer si elle avait une réclamation valable. Il reste incertain si elle en a réellement une comme excuse pour son infidélité. Elle l'a simplement attribuée à un désir de vie de lit, indiquant que Peter ne lui importait pas du tout. La façon dont elle parlait suggérait une tentative de minimiser la gravité de la situation. Il semblait qu'elle s'attendait à ce que je passe à autre chose. J'ai été clair en lui disant que notre relation était terminée, que tout entre nous était fini, et que mon intention était de retourner à New York, récupérer mes affaires, puis déménager en Floride. En réponse, elle a menacé d'intenter une action en justice pour atteinte à la vie privée et création de contenu pour adultes par vengeance. J'ai tenu bon et lui ai dit d'aller au diable. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'expliquer. Je suis curieux de savoir comment sa relation avec Peter a commencé. D'après ce que j'ai compris, cela a probablement commencé environ 1 semaine après son emménagement. Ce serait intriguant d'entendre l'histoire de son point de vue. Je réside désormais en Floride, où je travaille dans le transport de voitures à travers les régions du sud du pays, faisant occasionnellement des arrêts dans le nord. Les dernières nouvelles concernant mon ex-petite amie révèlent qu'elle a enfin trouvé un nouveau colocataire. Sa relation avec son père s'est complètement désintégrée car il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Quant à Peter, on ne sait pas où il se trouve. Pour être honnête, je ne sais pas, et je ne m'intéresse pas à son sort. Ce qui importe le plus, c'est que j'ai appris que les choses se sont terriblement mal passées pour mon ex-petite amie. Après ma vengeance et la relation tendue avec sa famille, elle a souffert de stress sévère et a développé du psoriasis. Son corps et son visage étaient couverts de plaques douloureuses causant non seulement de l'inconfort mais aussi une perte d'estime de soi. Autrefois une belle fille, maintenant elle passe inaperçue aux yeux des hommes. Et je ne peux pas trouver en moi la compassion pour elle, étant donné la douleur et la souffrance qu'elle m'a causée.